Albert Gellet va nous parler donc des ultrasons focalisés de haute intensité dans le cancer de la prostate, en passant du traitement total de la prostate, comme c'était le cas au début, pour maintenant arriver à un concept de traitement focal. Bon, François Richard est là, donc je vais parler sous contrôle de quelqu'un qui connaît bien le cancer de la prostate. Donc on va parler du traitement par ultrason focalisé et l'évolution s'est faite sur ces 20 dernières années. On est parti du traitement total pour aller vers le traitement focal. Alors, plus de 2500 patients ont été traités en Europe dans des services d'urologie et avec des résultats publiés. En première intention, les résultats du traitement IFUS sont superposables aux résultats de la radiothérapie externe. On peut également utiliser les ultrasons comme technique de sauvetage pour les récidives après radiothérapie, et les résultats du traitement par ultrasons sont similaires aux résultats de la chirurgie de sauvetage. Et puis enfin, on peut faire du traitement focal, donc c'est quelque chose qui est apparu depuis 1 an ou 2, et vous allez voir un appareil qui a été mis au point en collaboration avec la société EDAP qui permet de faire un traitement IFU guidé par une fusion élastique d'images entre l'IRM et l'échographie temps réel, et qui est actuellement la technologie la plus avancée commercialisée. Alors, les résultats à long terme du traitement total de la prostate par ultrason focalisé, en première intention, recoupent les résultats de la radiothérapie externe moderne. Alors, 3 papiers ont été publiés cette année. Un papier de Lyon, 1000 patients, un papier de Regensburg, plus de 500 patients, un papier de Munich, plus de 700 patients, au total 2244 patients, avec un suivi qui est de l'ordre d'une dizaine d'années. C'était des patients qui étaient non candidats à la chirurgie, qui avaient un cancer localisé, qui n'avaient pas eu de traitement au préalable et qui ont été traités avec les 3 générations successives de la machine à Blaterm fabriquée par EDAP. Ils avaient un PSA inférieur à 30 et le suivi minimum, ça a été de 2 ans. Donc c'est un traitement qui se fait sous anesthésie loco-régionale, qui dure environ 2 heures et c'est une session. C'est pas comme la radiothérapie, il n'y a pas 30 sessions, il y a une session. Et la durée moyenne d'hospitalisation, c'est 2 ou 3 jours. En Allemagne, les patients rentrent chez eux dès le lendemain avec un cathéter suspubien. Les résultats biochimiques, le PSA nadir, c'est le PSA le plus bas obtenu après le traitement. Vous voyez qu'il est similaire, 0,07 à Regensburg, 0,14 à Lyon, on est les moins bons. Et ce qui compte surtout, c'est le pourcentage de patients qui atteint un PSA nadir inférieur à 0,3, vous verrez pourquoi. 63% à Lyon, 71% à Regensburg. Si on regarde la survie sans récidive biologique en utilisant les critères des radiothérapeutes, qui est nadir plus 2, c'est un critère international, on voit que les résultats obtenus dans les 3 centres sont absolument similaires. Dans les tumeurs à faible risque, à 10 ans, globalement, 70% des patients ont une survie sans progression, 60% pour les patients de risque intermédiaire et aux alentours de 50% pour les patients dits à haut risque. Pour les urologues, ça parle, mais les cancers de prostate, on les classe en 3 catégories qui ont des pronostics extrêmement différents. Alors, si on compare ces résultats avec la radiothérapie externe, donc vous avez à gauche de l'écran la radiothérapie externe conformationnelle standard avec des résultats à long terme, et à droite, vous avez des résultats publiés cette année pour la radiothérapie par modulation d'intensité. IMRT. Et vous voyez que le taux de survie sans progression à 10 ans, 77% pour les faibles risques,
69% pour les risques intermédiaires, 53% pour les risques élevés. C'est tout à fait superposable à ce que font les ultrasons. Alors, l'intérêt du traitement par ultrasons, c'est que le PSA nadir obtenu entre 3 et 6 mois après le traitement nous donne très rapidement une idée du résultat. Et si on obtient un PSA nadir inférieur à 0,3, il y a beaucoup de chances que le résultat soit bon. Entre 0,3 et 1, c'est moins bon. Au-dessus de 1, en principe, c'est pas bon. Donc, par rapport à la radiothérapie, gros avantage, parce qu'après radiothérapie, il faut attendre 2 ans pour avoir le PSA nadir, et personne ne sait très bien quel est le chiffre qu'il faut atteindre. Probablement quelque part entre 1 et 1,5. Survie spécifique, survie sans métastase à 10 ans. Donc, survie sans métastase à 10 ans, 94% à Lyon, 95% à Munich. Survie spécifique, 97% à Lyon, 99% à Munich. Vous voyez que les chiffres obtenus dans les différents centres avec le même appareil sont absolument voisins. Effets secondaires. Alors, le traitement total du cancer de la prostate par ultrason focalisé a des effets secondaires. Ce n'est pas un traitement magique. Premier risque, l'incontinence, entre 3 et 5% d'incontinence, dite sévère, c'est-à-dire justifiant un traitement chirurgical. Ça, c'est surtout vrai lorsque la tumeur est proche de l'apex, parce que avec la technologie de 2005, on ne savait pas très bien s'approcher de l'apex prostatique, donc du sphincter, sans faire des dégâts au niveau du sphincter. Fistule rétrorectale, risque extrêmement faible, comparable à celui de la chirurgie. C'est pratiquement tous les patients qui avaient des comorbidités et des traitements itératifs. Principal risque de sténose. Les ultrasons, ça chauffe, donc ça crée de la fibrose. Et on peut dire que le défaut principal de cette technologie, c'était de créer des sténoses qui pouvaient justifier des gestes endoscopiques. Vous voyez, entre 16% à Lyon et 24% à Munich. Et puis sur le plan sexuel, la préservation des érections, c'était globalement un patient sur 2, si on prend en considération que les patients qui étaient puissants avant le traitement, parce que la chaleur distribuée dans toute la prostate sortait à travers la capsule prostatique et allait toucher les nerfs de l'érection. Donc, des risques finalement qui ressemblent un peu aux risques qu'on observe après chirurgie. Alors, les avantages, c'est que c'est un traitement qui est réalisé sous contrôle visuel en temps réel. Gros avantage par rapport à la radiothérapie qui n'est pas fait avec un contrôle temps réel du traitement. C'est un traitement qui est répétable, on peut refaire un traitement par ultrason plusieurs mois ou plusieurs années après le traitement initial. Et enfin, c'est un traitement qui ne coupe pas les ponts. Parce qu'on peut faire, chez les patients en échec, on peut faire une irradiation de sauvetage 5 ans ou 10 ans après le traitement par ultrason, et avec de très très bons résultats. Et au total, il y a très peu de patients qui vont finir en hormonothérapie palliative. Un gros avantage par rapport à l'irradiation, qui elle est un fusil à un coup, parce qu'une fois qu'on a irradié, on ne peut pas répéter l'irradiation. Et très difficilement opérer derrière, ce qui va être le sujet de la suite. Alors maintenant, on change de sujet, on va prendre en considération les patients qui sont en récidive après radiothérapie. Ça concerne presque 30% des patients. Et donc le traitement IFU est une des solutions possibles. Et vous verrez que ces résultats sont comparables à ce qu'on peut faire par la chirurgie radicale de sauvetage. Donc 410 patients traités en Europe depuis 1995 dans 9 centres différents. Donc patients qui avaient une récidive localement, histologiquement démontrée, sans métastase. Ils avaient reçu en moyenne 70 grès. Ils ont été suivis en moyenne 5 ans. 54% des patients ont eu un PSA nadir inférieur à 0,3. Et à la sortie, 47% des patients sont vivants sans hormonothérapie. Donc le taux de succès est aux alentours de 50%, ce qui est ce que l'on peut obtenir habituellement quand on est dans une situation dite de sauvetage. Alors quand on regarde la survie sans métastase et la survie spécifique, vous voyez qu'elle est de 83% sans métastase, 82% pour la survie spécifique. C'est très très différent des patients vus en première intention. La récidive après radiothérapie est une maladie très méchante, très agressive. En général, c'est une tumeur de haut grade et avec un très haut risque métastatique. Donc, puisque 20% des patients à 7 ans sont déjà au stade de métastase. Les résultats sont d'autant meilleurs que le taux de PSA est plus bas au moment du traitement de rattrapage
et ils sont meilleurs également si le score d'agressivité de la tumeur est relativement faible au moment de la récidive. Et comme en première intention, le PSA nadir post-IFU est hautement prédictif du résultat. Lorsqu'on obtient un PSA nadir inférieur à 0,3, on a de bonnes chances d'avoir gagné. Et si on n'obtient pas ça, on a beaucoup de chances d'avoir perdu. Les complications, donc au départ, il y a eu beaucoup de complications dans cette indication parce qu'on envoyait beaucoup trop d'énergie dans une prostate fibreuse. Et donc les ultrasons provoquaient des forts taux de fistules, un fort taux d'incontinence et un fort taux de sténose. Et avec des paramètres qui ont été modifiés, adaptés, on a fait tomber le taux de fistule recto-urétrale à 0,4%, le taux de sténose vers 14%, et par contre on a gardé un taux d'incontinence important, de l'ordre de 19%. Toujours pareil, c'est parce que la tumeur, souvent elle envahit la région apicale, et quand on traite la région apicale, on envoie de la chaleur dans le sphincter. Alors si on compare le sauvetage par IFU versus le sauvetage par chirurgie, eh ben, le traitement IFU, c'est un geste simple. Hein. C'est pas très différent d'un traitement standard qui se fait sous rachianesthésie, avec une hospitalisation de 2 ou 3 jours, il n'y a pas de transfusion. Les résultats en termes de survie sans progression, c'est les mêmes que ceux de la chirurgie de sauvetage. Le taux de fistule, c'est à peu près pareil, hein, 0,4% versus 1%. Et puis le taux d'incontinence, c'est pareil, c'était 19% versus 20% pour la série de chirurgie de sauvetage la plus récente, publiée en Allemagne par Heidenreich. Alors, pour limiter les effets secondaires, et également aussi parce que l'agressivité du cancer de la prostate n'est pas forcément très importante, on bascule actuellement tout doucement, et toutes les fois que c'est possible, d'un traitement total vers un traitement partiel. Donc c'est un peu ce qui s'est fait pour le cancer du sein, et ce qui s'est fait il y a 10 ans en arrière pour les cancers du rein. Autrefois, on faisait une néphrectomie élargie à tout le monde, et maintenant, toutes les fois que c'est possible, on enlève la tumeur du rein et on laisse le rein en place. Donc il y a quelque chose il y a un mouvement qui est en train de se dessiner dans le cancer de la prostate pour faire la même chose. Ça, c'est possible parce qu'on est capable de voir le cancer dans la prostate, de le localiser avec une certaine précision, notamment grâce au progrès de l'IRM. Donc, dans les cancers unilatéraux, on peut faire un traitement de la moitié de la prostate. C'est vrai aussi après irradiation. Donc là, on fait une grosse moitié. Et puis le futur, c'est ce qui est à droite sur la diapositive. C'est l'idée qu'on pourrait peut-être se contenter de traiter la tumeur la plus agressive, parce que c'est la tumeur la plus agressive qui ferait le pronostic vital. Ça a été démontré parce que les métastases qu'on observe dans le cancer de la prostate, elles proviennent d'une seule tumeur de la prostate. La plus méchante, dite la tumeur index. Alors, l'Association française d'urologie a lancé une étude multicentrique pour des patients qui avaient un petit cancer de la prostate unilatéral. Ça représente à peu près 20% des patients, ça on le sait à partir des pièces de prostatectomie radicale. Tumeur d'agressivité faible, Gleason 6, ou intermédiaire, Gleason 7, 3+4. Et il fallait que la tumeur soit limitée à un seul lobe, avec seulement les 2/3 du lobe atteints au maximum. Et donc il y a eu 100 patients qui ont été inclus. Actuellement, il y a 50 patients pour lesquels on a des biopsies de contrôle. Donc il faut encore attendre 6 à 8 mois pour avoir toute la série. Et le taux de biopsie négative dans le lobe traité est de 88%. Et ce qui est intéressant, c'est que chez ces patients, il n'y a pas de modification des scores. En pratique, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu d'incontinence et que beaucoup ont gardé, ou presque tous, une fonction sexuelle quasi normale. Donc, un gigantesque avantage par rapport aux traitements totaux radicaux du cancer de la prostate. Donc ça, c'est en cours, ce sont les résultats préliminaires. Autre étude en cours, qui se déroule à Lyon et à Oslo, un traitement par hémiablation pour des patients qui ont une récidive après radiothérapie localisée à un seul lobe. Vous voyez que les résultats sont bons, avec un PSA nadir médian à 0,4, un taux de biopsie négative à 83% et un taux d'incontinence qui n'est que de 7% versus 20% lorsqu'on traite toute la prostate. Donc un traitement une étude très encourageante qui est encore en cours, hein, parce que le but c'est d'aller à peu près à 100 patients aussi.
Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la dernière chose qui est sur le marché. C'est la dernière machine fabriquée par EDAP. Et cet appareil, il est destiné à faire un traitement focal, c'est-à-dire un traitement véritablement limité à la zone tumorale. Donc cette machine, elle intègre différentes technologies. Un transducteur à focalisation dynamique, donc c'est un transducteur qui zoome dans la prostate, qui ne tire pas toujours au même endroit, on peut déplacer le point focal. Elle intègre une fusion élastique entre l'image IRM et l'image ultrasonore temps réel, et puis il y a un dispositif d'écho de contraste qui permet de vérifier que la zone que l'on vise a bien été détruite. Alors, c'est un jeu vidéo. Donc là, vous avez la prostate vue en échographie, et vous voyez que l'opérateur, avec son curseur, il va dessiner les contours de la prostate. Et il fait ça plan par plan. Et petit à petit, vous voyez apparaître au-dessous une image de la prostate en 3D, qui est une image créée, dessinée par l'opérateur en temps réel, sur le patient qui est sous rachianesthésie. Deuxième étape, la machine réalise une fusion entre l'image IRM qui a été faite sur ce patient 3 semaines avant, mettons, et sur lequel la tumeur a été représentée. Et donc cette image IRM avec la représentation de la tumeur est fusionnée de façon élastique avec l'image échographique. Donc on ramène sur l'écran de la machine une image 3D de la prostate avec la tumeur qui est dessinée. Vous voyez, la tumeur est dessinée en violet au sein de la prostate. Alors on comprend bien que chez ce patient, c'est peut-être pas la peine de traiter ou de lui enlever la prostate, puisqu'on a en fait une tumeur qui n'occupe peut-être que 15% de la prostate. Et sur l'écran de la machine, on peut passer de l'image échographique à l'image IRM comme on veut. Et c'est ça qui va permettre de guider le traitement focal sur la zone tumorale. Étape d'après, l'opérateur dessine la zone qu'il veut traiter. Donc il fait un dessin et il prend en compte, plan par plan, la zone qu'il veut traiter. Donc, bien évidemment, on dessine une zone qui est plus large que la zone de la tumeur, pour se mettre une marge de sécurité, parce que les cancers de prostate, ce n'est pas des sphères comme les tumeurs du rein, ce sont plutôt des étoiles de mer, et il faut bien prendre en considération qu'il ne faut pas seulement traiter le centre de l'étoile de mer, mais il faut bien traiter les tentacules qui sont autour, les bras de l'étoile de mer. Donc on fait ça plan par plan sur toute la zone que l'on veut traiter. Et ensuite, le traitement se déroule. Alors dans la machine ancienne, qui est sur l'image de gauche, on faisait des tirs qui étaient des gros pâtés, qui faisaient 20 mm de haut par 2 mm de large. Donc ça allait très bien pour traiter les prostates carrées, mais en fait les prostates ne sont pas carrées. Et la nouvelle machine utilise un système à focalisation dynamique qui traite la prostate point par point. Donc la machine tire d'abord en profondeur, toutes les secondes, et ensuite le point focal se déplace et se rapproche progressivement de la capsule. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc la machine travaille en continu. Et donc il y a un gain de temps d'environ 30% par rapport à l'ancien système. Et puis surtout, il y a une précision beaucoup plus importante, puisqu'on suit exactement le contour de la prostate. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, le traitement se déroule, et vous allez voir que la machine, c'est un robot, elle se positionne, et la zone de traitement qui a été choisie, définie par le chirurgien, si on peut encore appeler ça un chirurgien, eh bien, elle va être traitée point par point. Et donc, le chirurgien, il n'a pas grand-chose à faire, il n'a qu'à regarder pour vérifier que ça traite au bon endroit. Alors, mine de rien, ça a l'air tout simple, mais le fait d'avoir un contrôle temps réel, c'est extrêmement précieux. Vous savez que les radiothérapeutes, ils ont un mal de chien, à savoir où se trouve la prostate d'une séance à l'autre, parce que la prostate est un organe qui est mobile en fonction du remplissage vésical et du remplissage rectal. Et pour finir, en fin de traitement, on peut faire une échographie de contraste, on injecte un produit de contraste, et on voit apparaître la zone traitée en noir, dévascularisée, sur fond blanc. Et vous voyez que chez ce patient, qui est le patient on peut contrôler en fin de traitement que c'est
la zone qu'on a voulu dévasculariser et correctement dévasculariser. Et vous avez à droite l'image IRM de ce même patient, hein, à J2. Alors l'intérêt de ce contrôle immédiat, c'est qu'on peut évidemment retraiter tout de suite hein, si on voit que le traitement est incomplet. Voilà, j'en ai fini. Donc vous voyez que ce traitement, c'est par ultrason focalisé, j'allais dire, c'est la radiothérapie de l'urologue. Hein. C'est quelque chose qui permet de faire un traitement non chirurgical aux patients pour lesquels on a décidé de faire un traitement non chirurgical parce que la chirurgie paraît excessive ou risquée. Et au lieu que ce soit fait par un radiothérapeute, c'est fait par l'urologue lui-même. Donc ça rassemble un peu au calcul, à ce qu'on fait pour les calculs. De temps en temps, on décide de faire un traitement chirurgical. De temps en temps, on décide de faire une lithotripsie extracorporelle. Dans tous les cas de figure, c'est l'urologue qui fait le choix et qui assume les conséquences quand ça marche ou que ça ne marche pas. François Dubois. Deux questions. La première, est-ce que vous pensez que ce serait applicable dans les tumeurs du foie? Et la deuxième, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de remplir la vessie, le rectum avec de l'air pour éviter... c'est une idée comme ça, parce que les ultrasons ne passent pas à travers les... Alors pour ce qui est du foie, l'unité INSERM 1032 travaille avec le centre Léon Mérard à Lyon. Et ils ont mis au point une tête de tir à ultrasons qui fonctionne en péropératoire. Donc l'idée, c'est que le chirurgien va faire une hépatectomie droite ou gauche pour enlever la tumeur principale. Et puis ensuite, plutôt que de faire des radiofréquences sur les tumeurs dans le lobe qui va rester, il repère la tête de tir permet de repérer les tumeurs et de les griller. Donc cette tête de tir est faite pour travailler extrêmement vite et faire une grosse lésion en un temps très court. Uniquement à ciel ouvert, parce que le foie est un organe thoraco-abdominal, bien sûr, et donc les côtes posent un problème qui n'est pas encore vraiment résolu pour faire de l'extracorporel. Oui, mais en se glissant sous les côtes. Mais là, il faut pouvoir avoir une fenêtre, parce qu'il faut se rappeler le principe, les ultrasons, c'est un peu comme la loupe, et qui permet de griller les rayons du soleil. Donc il faut quelque part que les ultrasons rentrent. Et au niveau du thorax, si on veut rentrer par le côté, on trouve le barrage des côtes. Joël Chaplon. Oui, pour le foie, on s'est attaqué d'abord aux métastases hépatiques d'origine colorectale, pour lequel on a montré que la chirurgie était efficace. Et donc, on le fait en complément de la chirurgie. C'était pour rattraper des patients, et avoir un plus grand nombre de patients candidats à la chirurgie, parce que bien souvent, on refuse des patients parce qu'ils ont des métastases mal placées, près des gros vaisseaux, qui ne peuvent pas être traités. Donc ça a été notre première approche. Mais maintenant, effectivement, on commence à réfléchir sur une approche complètement extracorporelle. Alors, le docteur Gelé a bien précisé qu'il fallait éviter les côtes, hein, parce que les ultrasons ne traversent pas les côtes. Donc, on envisage un système qui sera intercostal. Mais un deuxième problème à résoudre pour le foie, c'est le mouvement du foie, qui est quand même lié à la respiration. Et donc là, il y a des techniques sur lesquelles on travaille, qui va consister à servir le mouvement du foie au guidage du faisceau ultrasonore, un peu comme c'est fait actuellement sur la prostate, où on a des sondes à focalisation dynamique qui permettent de suivre en temps réel le déplacement du foie. Oui. Oui, mais bon, on y va étape par étape. On a fait la faisabilité déjà en péropératoire, puisqu'il y a déjà eu 19 patients qui ont été traités à Lyon, et pour lesquels on a eu d'excellents résultats. C'était les phases 1, hein. Maintenant on va passer à une phase 2, donc ça suit son cours. Mais c'est vrai que dans quelques temps, on verra des appareils. Il y a d'autres équipes, hein, les systèmes, il y a des équipes qui travaillent sur le foie avec des systèmes guidés par l'IRM. Pour aller dans une réponse à François Dubois, au départ, les ultrasons à haute intensité avaient été utilisés pour le rein.
La prostate avait l'avantage, c'est que la prostate, elle est quasiment au contact de la sonde. Et c'est ça qui a permis de valider la méthode sur le plan d'efficacité. Et probablement que le rein, on va y revenir une fois qu'il y a problème de mobilité et de profondeur, parce que, Albert l'a dit à un moment donné, les distances focales sont parfois limitées aussi au point de vue distance. Donc si l'organe est trop loin en percutané, on a des difficultés. Mais tout ça, la technique va probablement les corriger. Un des gros avantages de ce traitement par rapport à d'autres traitements, que ce soit la cryothérapie, que ce soit la radiofréquence, c'est que comme on a maintenant les systèmes de fusion d'images entre les images préopératoires et l'échographie, ça permet d'avoir des données au moment de l'intervention. Et par exemple, dans les tumeurs du rein, le gros problème qu'on a actuellement avec les traitements par radiofréquence ou par cryothérapie, c'est que c'est simplement plusieurs temps après l'opération qu'on sait si le traitement a été complet ou il est nécessaire de faire un traitement complémentaire. Parce qu'on n'a pas le contrôle péropératoire exactement de ce qu'on fait. Tandis que l'avantage des ultrasons de façon générale sur le plan diagnostique puis sur le plan thérapeutique, c'est qu'on contrôle en permanence. Donc ça se rapproche de la chirurgie en fin de compte. Oui. Une réflexion et deux questions. En tant que radiologue, je me réjouis de voir cette osmose extraordinaire entre nos différents métiers passant de la radio à la thérapeutique. Deux questions. Premièrement, quel est l'ordre de grandeur, de puissance entre le faisceau ultrasonore diagnostique et le faisceau thérapeutique? Fois 10 000. Fois 10 000. Fois 10 000, d'accord, un ratio de 10 000, d'accord. Et la deuxième question, c'est dans vos fusions d'images et dans la position du patient pendant les 2 heures que vont durer les tirs sur la prostate. Comment faites-vous pour avoir exactement la même position de la prostate sur l'IRM que sur l'échographie? Et comment fait-on pour conserver la même position exacte pendant les tirs d'ultrasons? Alors, si vous voulez, le patient, d'abord, il est couché sur le côté sous rachianesthésie. Il a la sonde endorectale est entourée d'un ballon rempli de sérum, enfin d'un liquide de refroidissement. Donc il plaque la prostate en avant. Et le patient a également une sonde de Foley dans la vessie qui empêche la prostate de bouger dans le plan sagittal. Donc la prostate est relativement immobile, sauf si l'anesthésie ne marche pas. Mais si l'anesthésie marche, elle ne bouge pas. Et c'est cette image qu'on a captée au début de la thérapie qui est fusionnée à l'image IRM. Qui a été faite non en décubitus dorsal avant, et c'est une fusion élastique, et donc il y a sûrement une petite marge d'erreur, hein. Et vous avez vu qu'elle n'est pas extraordinaire, hein. Quand on passe d'une image à l'autre, c'est pas très très différent. Daniel Jeck. Oui, vous avez parlé des métastases hépatiques. J'ai vu il y a près de 10 ans nos collègues de Hong Kong traiter par HIFU les carcinomes hépatocellulaires. Est-ce que vous avez une expérience du traitement des carcinomes hépatocellulaires, notamment sur foie de cirrhose? Alors moi je suis urologue, et Jean-Yves travaille avec professeur Rivoire. On n'a pas encore abordé ce côté, mais c'est vrai que les Chinois, ils ont fait ça. Hein. Vous rementionnez les Chinois. Par contre, il y a un gros projet national dans lequel on est impliqué. Il y a d'autres services, il y a l'IGR qui va être impliqué pour justement utiliser les IFU pour faire du traitement des hépatocarcinomes. Pas d'autres questions? Non. Merci Albert.